Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Et la séance du jour, c'est sur les nombres complexes, l'ensemble C. Nous sommes à la quatrième partie. Et dans cette partie, on va traiter la représentation graphique pour introduire justement l'expression trigonométrique, qui est une autre forme d'écrire un nombre complexe et de l'exprimer. On verra aussi comment exploiter cette forme pour résoudre des problèmes de géométrie tels que prouver la linéarité de 3 points, le parallélisme le parallélisme et orthogonalité de deux droites, ainsi que les transformations dans le plan comme la translation, l'homothétie et la rotation. Alors on commence par la représentation graphique. Nous avons, et là, au passage, je rappelle que nous avons déjà vu la forme algébrique dans la partie 1, la première séance. Et donc, puisque si z s'écrit d'une manière algébrique de cette forme, x plus y, alors on va associer à ce nombre z le point m, xy, le point m déterminé par xy dans un repère orthonormé R au UV, comme celui-là. Alors, autrement dit, les coordonnées de m seront la partie réelle et la partie imaginaire du nombre z. Alors, ce point m, ou encore le vecteur OM, on va les appeler image de z, image du nombre complexe z. Le nombre complexe z lui-même serait donc l'affixe de OM, du vecteur OM, le vecteur O vers m, ou l'affixe du point m. On va écrire comme ça, m de z ou OM de z. L'angle orienté UOM, on va l'appeler argument de Z. Donc déjà, ici, vous avez une première remarque, c'est que si vous avez l'habitude de représenter les nombres réels sur un seul axe, eh bien les complexes, il ne vous suffit plus un seul axe pour les représenter, il vous faut plutôt deux axes, ça veut dire donc le plan. L'ensemble C donc se représente sur un plan. Géométriquement, il se représente par un plan et non pas par un axe ou une droite, comme le cas des réels. C'est ça la nouveauté. Donc, une première conséquence, le plan P, donc on va dorénavant l'appeler le plan complexe. L'axe des abscisses serait donc l'axe des réels et l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées va être l'axe des imaginaires purs. Et bien c'est normal, tout simplement. L'axe des imaginaires purs doit son nom à la partie imaginaire du nombre z. Et l'axe des réels, il doit son nom à la partie réelle du nombre z. Alors ce triangle rectangle, OXM. Alors ce triangle rectangle, vous pouvez le voir ici. Ici, ce segment bleu, c'est le module de z. Autrement dit, c'est x au carré plus y au carré. Parce que cette distance, c'est la distance y. Et cette distance, c'est la distance x. Alors, x au carré plus y au carré, elle vous donne z au carré. Elle vous donne OM au carré. Théorème de Pythagore. On vous apprend rien. Donc, le théorème, alors, la distance OM, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ben, c'est normal, c'est une conséquence. Or, x au carré, racine carrée, la partie réelle de au carré, plus la partie imaginaire au carré, ce n'est rien d'autre que le module de z lui-même. On a déjà vu ça dans la séance numéro 2, si je me rappelle bien. Bon, je vous mettrai dans la description le lien des deux séances précédentes, des trois séances précédentes. Bon, c'est la quatrième séance. Donc, ainsi pour déterminer les rapports trigonométriques de l'angle argument z, donc le cosinus serait donc x sur le module, et le sinus serait donc y, cette distance, c'est l'opposé. Bon, si x était l'adjacent de cet angle, alors y, la distance y, serait l'opposé de cet angle. Opposé sur hypoténuse, ça fait, c'est le sinus.
Donc y sur racine carrée de x au carré plus y au carré. Voilà. Voilà donc... bon. Maintenant, je vous rappelle également qu'on a déjà vu que z est égal à... Si z est égal à a plus b, son conjugué, z bar, c'est a moins ib. Donc, on vient de voir que l'argument de z, c'est cet angle orienté. Alors, l'autre angle, déjà quand vous... Bon, ils sont pareils, oui c'est vrai, ils ont la même mesure, mais ils s'ouvrent dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens inverse au sens trigonométrique. Alors, ceci ne peut être... Puisqu'il est en valeur absolue, c'est-à-dire la valeur ici c'est argument de z, et là encore, bon, là c'est argument de z, et là aussi c'est argument de z. Mais puisque c'est pris dans le sens inverse, on va dire que c'est moins argument de z. Alors l'argument de z bar, c'est tout simplement moins argument de z. Mais le module c'est le même. Argument de z bar, c'est l'argument de z. Parce que cette distance, elle est équivalente à cette distance. Elle est égale à cette distance. Moins z, c'est moins a, moins ib, puisque z c'est a plus ib. C'est encore la même distance. Donc, argument de moins z, c'est égal à argument de z. Pardon, module de moins z, c'est égal à module moins z. Mais qu'en est-il de l'argument? L'argument, on ne va pas le prendre depuis l'axe des x, ici. Ou plutôt l'axe des réels. C'est tout ça. C'est-à-dire, argument de z plus pi. Justement, cet angle, c'est un angle plat. Donc, il mesure pi. C'est un angle plat, donc il mesure pi. Voilà. 180 degrés, donc c'est pi. Donc, voilà. Donc, argument, alors, z moins z a le même module que z. Et son argument, c'est l'argument de z plus pi. Z bar a le même module que z. Et son argument est moins l'argument de z, l'opposé de l'argument de z. C'est bien illustré ici sur la figure. Passons maintenant à autre chose. Donc, si on prend maintenant, tout ça, ce sont des conséquences de la représentation graphique. Alors, si on prend deux points A et B du plan complexe, le point A avec ZA comme A fixe, et le point B avec ZB comme A fixe. Alors, AB, la fixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Pour voir ça, il suffit de dire que il suffit de voir que si A d'affixe ZA aura pour coordonnées XA et YA qui sont la partie réelle et imaginaire de ZA. Et ça sera de même pour B. Il aura donc une partie réelle et une partie imaginaire comme coordonnées pour B. Donc les coordonnées de AB seront XB moins XA, donc partie réelle de ZB et partie imaginaire et partie réelle de ZA. Pour la partie imaginaire et pour les ordonnées, vous aurez donc YB moins YA, donc partie imaginaire de ZB moins la partie imaginaire de ZA. Ainsi, donc les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, qui ne sont rien d'autre que la partie. Alors, celle-ci, c'est la partie réelle de ZB moins ZA. Et celle-là, c'est-à-dire YA moins YB moins YA, serait donc la partie imaginaire de ZB moins ZA. Ainsi, ZB moins ZA est bel et bien la fixe du vecteur AB. XB moins XB. Donc, c'est le vecteur AB. Inutile que je reprononce donc ces coordonnées. Le module, alors la distance AB, c'est le module, on connaît que la distance AB, c'est le module du vecteur AB. Et le module du vecteur AB, donc, ça ne sera que ZB moins ZA. C'est le module du vecteur du nombre complexe ZB moins ZA. Alors là, si vous avez encore des doutes, on reprend ici. Alors, on reprend ici. Alors, OM, le vecteur OM, son module, c'est racine carrée x au carré plus y au carré, c'est-à-dire les coordonnées de OM. Comme vous pouvez le voir ici. Ce sont les coordonnées de OM.
C'est ça le... Alors, ça c'est le module du vecteur OM qui est en même temps le module du nombre complexe Z. Voilà, donc on revient. Donc la distance, c'est alors puisque le module du vecteur AB, c'est la distance AB, donc le module du nombre complexe ZB moins ZA serait donc la distance AB également. Pour l'argument, alors l'argument, par définition, c'est U vers AB. Bon, bien sûr, c'est U vers AB. Le vecteur U, qui est ici, on peut le ramener ici. Et donc, c'est ça l'argument de ZB moins ZA. Mais pourquoi argument ZB moins ZA? Alors, pourquoi donc ça serait argument de ZB moins ZA? Alors, reprenons ce vecteur ici. Cette fois, on va faire l'opération inverse. On va ramener AB ici, à l'origine. Donc, par définition, Zm, c'est égal à ZB moins ZA. C'est le même vecteur, ce sont des vecteurs égaux. Donc, leurs affixes vont être égaux. Alors, l'affixe de AB, c'est ZB moins ZA. Donc, ça sera égal à l'affixe de OM qui est Zm. L'argument de Zm, c'est à partir de U vers OM. Donc, c'est pareil que l'argument, c'est pareil que de U vers AB. Donc, on peut dire que l'argument de ZB moins ZA, c'est argument de Zm. Voilà pour... une conséquence directe de ce qu'on vient de voir, c'est que si vous prenez deux vecteurs dans le plan complexe, avec alpha un nombre réel, si vous voulez la somme, si vous voulez l'affixe de la somme des vecteurs, vous n'avez qu'à ajouter les affixes, vous n'avez qu'à faire la somme des affixes des vecteurs en question. C'est-à-dire Z, alors l'affixe de U plus V, c'est l'affixe de U plus l'affixe de V. L'affixe de alpha U, c'est alpha multiplié par l'affixe de U. Pour voir ça, considérez que ZU, c'est A plus IB sous forme algébrique, et ZV, c'est X plus IY. Donc, U, c'est là, alors, le vecteur U aura pour coordonnées la partie réelle et la partie imaginaire de A plus IB, donc c'est AB, c'est le couple AB. Et V, donc, les coordonnées de V seront donc la partie imaginaire et la partie réelle et imaginaire de l'affixe de ZV. Donc, c'est le couple XY. Pour retrouver les coordonnées donc de U plus V, vous faites comme d'habitude la somme. Alors, la somme des coordonnées. A plus X et B plus Y. Et ça, c'est quoi? C'est la partie réelle et la partie imaginaire de l'affixe de U plus V qui est donc ZV plus ZU. Et de même pour la multiplication par un scalaire. Pour retrouver les coordonnées de alpha U, vous allez multiplier les coordonnées de U par le nombre, les deux par le nombre alpha. Donc, alpha A et alpha B, qui ne sont rien d'autre que la partie imaginaire et la partie réelle et imaginaire de alpha ZU. Donc, alpha U. Alors, donc, l'affixe de alpha U, c'est tout simplement alpha fois l'affixe de ZU, d'où le résultat. Donc, je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement, pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez, s'il vous plaît, vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.